Eh bien, salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, on est le dimanche 25 août 2019 et cette vidéo, elle sera publiée en automatique pour le lundi 26 août sur ma chaîne. Et on va parler de quoi? Eh bien, on va parler d'un logiciel qui n'existe plus, qui était exclusivement présent sur les CD d'Ubuntu entre 2008 et 2012. Ce logiciel s'appelle Ruby. Alors, ce petit logiciel que vous connaissez peut-être pas si vous êtes jeune, ou que vous n'avez pas forcément fréquenté Ubuntu, je vais vous raconter juste la petite anecdote. C'est quand j'étais en première, donc en première S, devant, j'aurai toujours l'histoire et cette image, devant notre salle de mesures physiques et informatiques, j'avais un copain qui me disait « Oh, tu devrais installer Linux, c'est gratuit, il n'y a pas de virus ». Et même si en 2008, j'ai procédé, fin 2008, j'ai procédé à l'installation en vrai, en dur, en dual boot, à côté de mon Windows XP avec une Mandriva 2008 Spring, eh bien, la première installation que j'ai faite, c'était avec Ubuntu. Donc, c'était une Ubuntu 8.04, donc c'était avec des CD comme ça, là. On pouvait, parce qu'on avait une petite connexion de 1 méga. Donc, pour regarder un petit peu, j'avais donc commandé ce genre de CD, c'était gratuit. Donc, j'étais pas, en 2008, j'étais pas fan d'informatique, c'était pas mon centre d'intérêt, l'informatique. Donc, du coup, le CD de base que j'avais commandé en 8.04, je l'ai jeté quand j'avais la nouvelle version, j'avais pas gardé l'ancienne version. Ce serait aujourd'hui, j'aurais gardé ces CD évidemment. Et donc ici, on va faire le test avec ce CD de Ubuntu 10.04 pour vous montrer ce que c'était que Ruby. Donc Ruby, c'était un programme que vous pouviez installer. Hop là, je vous expliquerai la petite anecdote. C'était un Windows-based Ubuntu installer. Voilà, Ruby, ça veut dire ça. Et c'est un installeur de Ubuntu sous Windows. Voilà. Donc ça vous permettait d'installer Ubuntu comme un programme sous Windows. Alors je reviendrai sur la page Wikipédia. Je vais juste démarrer comme à l'époque un Windows XP, comme j'avais sur mon Toshiba Satellite Pro P100 pour être très précis. Voilà. Je mets le CD de Ubuntu dans le lecteur CD. Hop. Voilà. Et donc en fait, pour la petite histoire, moi j'étais un petit peu curieux et mon copain m'avait dit donc de tester Linux. Et ici, donc sur la page de Wikipédia en 2008, là je vous ai remis la version de 2008, on avait toutes ces distributions qui étaient présentées. Et il y avait Mandriva qui était marqué très orienté vers le grand public et Ubuntu qui était plus orienté vers le grand public. Donc c'est vrai que j'ai regardé ces deux distributions Linux là. Et Ubuntu, on pouvait commander le CD, ça ressemblait à ça, Ubuntu 8.04. C'était pas très beau, honnêtement, je préférais largement les fonds d'écran de Mandriva. Et c'est pour ça que je suis resté d'ailleurs sur Mandriva 2008 Spring, juste parce que le bleu et les fonds d'écran étaient quand même vachement plus beaux que Ubuntu. Ça m'attirait plus dans le côté tape à l'œil. Mais ma première installation, elle a été faite avec Ruby. Donc là, j'ai mis le CD. J'ai mis ici le CD dans le lecteur CD, dans la machine virtuelle. Donc ici, c'est un Windows XP installé classiquement, partition de 44 Go, enfin 45 Go, là, comme mes machines virtuelles de d'habitude. J'ai installé Windows XP dessus, voilà, et il me reste 40 Go de dispo. Et donc, quand vous mettiez le CD d'installation de Ubuntu, donc il vous disait démo et installation complète, donc là, vous redémarriez l'ordinateur et vous pouviez démarrer sur le live CD, c'était un live CD comme on connaît encore aujourd'hui sur Ubuntu. Et entre 2008 et 2012, on avait Ruby qui permettait donc d'installer Ubuntu dans Windows. Donc ça se présentait ainsi. Vous sélectionnez le disque d'installation, ici, donc c'est la langue de votre système, puisque les CD qu'on commandait sur Internet, là, ils étaient multilangues. Donc ici, je mets français. Ici, vous aviez un menu déroulant avec plusieurs capacités, et donc vous mettiez la capacité que vous souhaitiez avoir sur Ubuntu. Donc là, je vais mettre 10 Go pour pas que ce soit trop long. Si on commandait un CD Ubuntu, on avait l'environnement de bureau Ubuntu. Si on commandait un CD Kubuntu, on avait KDE, donc Kubuntu, Xubuntu, etc., etc. On pouvait donc créer son nom d'utilisateur et son mot de passe. Donc je vais le faire ici. Et vous faisiez installer. Et ça installait Ubuntu comme un programme Windows. Donc ici, ça fonctionnait comment?
c'est que ici, donc dans C, là j'ai installé dans C, ça vous crée un dossier Ubuntu, et dedans, en fait, ça crée un disque virtuel, et l'utilitaire s'occupait de tout. C'est-à-dire que vous n'aviez pas besoin de partitionner à l'époque le disque dur. Quand on installe Linux à côté de Windows, il met grub sur le secteur d'amorçage. Vous ne voulez plus de Linux, vous supprimez la partition, et ben, manque de bol, le grub ayant écrasé l'amorçage de Windows XP, vous étiez bon pour réinstaller si vous ne saviez pas comment réparer le MBR, tout ça. C'était un peu compliqué. Donc c'est vrai que c'est une solution vraiment simple pour tester Linux. Vous n'aviez pas besoin de vous y connaître, de faire de la virtualisation, des choses comme ça. Et c'était persistant, c'est-à-dire que quand on va redémarrer, là je vais vous montrer après, quand on va redémarrer sur Ubuntu qui va être installé. Et on peut faire ce qu'on veut, on redémarre. Si on installe des programmes dans Ubuntu, c'est persistant. Donc en gros, si vous voulez, c'est comme si on installait une machine virtuelle Ubuntu et qu'on redémarrait sur le disque virtuel. Mais ça prend en compte vraiment le matériel qu'on utilise. Donc là, à l'époque, j'avais une carte graphique Nvidia. Donc j'avais vraiment ma carte graphique Nvidia. Je pouvais jouer, j'avais la gestion du son. C'est-à-dire qu'en installant Ubuntu dans Windows, c'est pas on exécute Ubuntu depuis Windows comme on pourrait le faire avec une machine virtuelle. On démarrait bien sur le système Ubuntu et c'était exclusivement Ubuntu qui était démarré. On n'avait pas deux systèmes démarrés comme de la virtualisation. Et donc je reviens ici sur Ruby pour avoir la petite description de Wikipédia. Donc c'est vrai que ce logiciel, il aidait vraiment les débutants à installer Ubuntu sans risque. Moi j'étais débutant, je ne savais pas ce que c'était qu'une distribution Linux, un environnement de bureau. J'ai vu Ubuntu, moi j'ai cliqué sur Ubuntu. Je ne savais pas ce que c'était à l'époque, GNOME, KDE, XFCE, tout ça. Et donc Ubuntu il s'installait donc sans créer une nouvelle partition, puisqu'on voit que là il m'a créé en fait un dossier qui s'appelle Ubuntu dans C, avec tous les fichiers nécessaires ici. Donc ça c'est la première chose. Et il n'installait pas le chargeur d'amorçage. Vous allez voir, c'est-à-dire que le programme, il s'occupait sous Windows de modifier et d'utiliser le chargeur d'amorçage de Windows pour démarrer Ubuntu. Donc grub ne venait pas s'écrire par-dessus. Donc Windows gardait le démarrage était toujours géré par Windows. Le multiboot était géré par Windows et non pas par Linux. Donc Ruby, voilà, se proposait à l'installation du CD-ROM, on l'a vu ensemble. Et ici, donc, il se contentait d'installer Ubuntu dans un dossier, je vous l'ai montré, là, le C Ubuntu. Il modifie le fichier de démarrage afin d'y ajouter le choix Ubuntu au lancement du PC. Le système de fichiers Linux est alors virtualisé. Et par-dessus, le système de fichiers NTFS. Donc, c'est-à-dire que mon Ubuntu, il est bien dans C Ubuntu sur une partition NTFS, mais le système démarré avait son propre système de fichiers. Voilà. Donc cette procédure avec Ruby ne modifiait pas la structure des partitions du disque. Il n'a pas créé une nouvelle partition. Il a créé un gros fichier dans mon C. Et donc du coup, ça limitait tous les risques de partition, de réduction de partition. Et pareil pour la désinstallation, ça réduit le fait, on n'installe pas de grub, on ne modifie pas trop le démarrage avec des trucs qui sont autres que Windows. Donc du coup, par contre, ici, c'était marqué, il ne faut pas faire de confusion. Bien que c'est toute l'apparence d'une installation d'un simple logiciel tiers, il n'en est rien. Ubuntu était bel et bien un système d'exploitation indépendant, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas fonctionner avec Windows et Linux en même temps. Il fallait bel et bien redémarrer pour passer d'un système à l'autre. Donc, c'est une installation vraiment fonctionnelle de Linux et ce n'est pas de la virtualisation. Voilà, ou un système de Wine comme on a sous Linux pour émuler des programmes Windows. Voilà. Donc ça a été c'est arrivé en 2008 la première version, donc c'était inclus dans les CD de Ubuntu 8.04. Et puis la dernière version, ça a été dans la version 12.04. Je pense que sans trop m'avancer, le projet a été abandonné en 2012. Voyant le jour avec l'UEFI, je pense que ça a été un petit peu plus compliqué avec ces outils de gérer ce type de système UEFI. Donc du coup, voilà, je pense que c'est pour ça que ça a été abandonné. Et puis aujourd'hui, on a quand même des machines virtuelles, des
Voilà. Et puis même, on peut démarrer maintenant facilement sur des clés USB. C'est quand même assez fonctionnel. Mais à l'époque, c'était assez sympa de pouvoir installer Linux comme ça, comme un programme Windows, et de pouvoir le désinstaller comme un programme Windows. Ça, c'était facile. On pouvait installer, désinstaller, faire son propre avis sans trop chambouler et sans se casser la tête avec du multiboot. Donc là, je vais laisser l'installation d'Ubuntu en mode Windows là, se terminer et je vous reprends une fois que c'est fini pour qu'on voit ensemble comment ça se passe le démarrage sur Ubuntu, le premier, la petite post-install qu'il y avait et comment ça fonctionnait à l'époque. Donc je vous reprends dans quelques secondes. Voilà, donc l'installation est terminée. Voilà, éjection du CD. Donc je l'enlève. Ici, donc on voit qu'il nous propose soit de redémarrer tout de suite, soit plus tard. Je vais juste redémarrer plus tard pour vous montrer un truc. Donc là, on a le C Ubuntu avec disque, ici. Donc là, c'est le fichier avec notre racine. On a un petit fichier disque avec le swap. On a un boot, ici, donc avec un mini grub qui va s'installer. Installe, ici, bon bah c'est les fichiers d'installation, l'ISO, il copie tout ça. Winboot, on n'y touche pas trop. Voilà. Et donc ici, il y avait la procédure de désinstallation de Ubuntu par Ubi. Sinon, on le retrouvait bien sûr dans l'ajout suppression de programme. Voilà, on cliquait ici sur désinstaller et ça supprimait Ubuntu. La taille utilisée étant la taille que j'ai mis tout à l'heure à l'installation. Donc, on va redémarrer sur Ubuntu. Donc vous voyez, c'est bel et bien un vrai multiboot. Et voilà. Et donc là, on a le traditionnel 30 secondes de Windows, donc de multiboot de Windows. Vous reconnaissez bien, c'est pas Grub, c'est le multiboot de Windows. Windows XP, Ubuntu. On va démarrer sur Ubuntu. Donc ça se présentait comme ça à l'époque. Et donc, une fois que le Ubuntu était installé dans Windows, ici, il va faire sa procédure de post-installation. Alors, vu que le Ubuntu est un petit peu vieux, là, 10.04, je ne sais pas s'il va trouver les paquets de langues à télécharger. Peut-être que les dépôts n'existent plus. Vu que je tiens à rappeler un truc, c'est que Ubuntu 10.04 n'est plus maintenu depuis 2015. Voilà, c'était supporté 5 ans. Donc je ne suis pas sûr qu'il puisse aller au bout de l'installation, notamment à récupérer les paquets linguistiques. Donc vous voyez ici, il fait sa petite post-installation où il recopie ses petits fichiers, il va aller chercher ses traductions. Bref, la post-install qu'on avait à l'époque sur Ubuntu et qu'on a toujours un petit peu aujourd'hui. Donc je vous accélère la partie jusqu'à ce que ce soit terminé. Voilà, donc là il configure aussi le matériel, c'est-à-dire que à l'époque, moi j'avais une carte Nvidia, donc il faisait vraiment, il gérait vraiment le matériel, les pilotes, on est sur un Ubuntu vraiment installé. Vous avez vu qu'il a installé Grub, donc là c'est dans le petit dossier boot, c'est-à-dire qu'il ne va pas altérer le démarrage de Windows. Et on va voir après comment ça va se désinstaller, évidemment. Je vous montre la désinstalle. Donc là, à mon avis, il va pas trouver. Il ne devrait pas trouver les langues. Donc on va avoir un système qui ne sera pas francisé, puisque les dépôts semblent morts. Je termine ici, j'accélère et je vous reprends une fois que le petit assistant est terminé. Bon, c'était rapide finalement. Donc là, il redémarre. Donc vous voyez, j'ai toujours Windows XP et Ubuntu. Et là, quand je clique sur Ubuntu, j'ai le Grub. Donc là, le Grub s'est installé dans le petit dossier Grub de tout à l'heure qu'on a vu ensemble. Et là, on peut redémarrer à nouveau sur XP si on a envie. Et donc là, on a vraiment notre Ubuntu qui va se démarrer donc sur notre système de fichiers NTFS. Voilà. Donc là, je me connecte. Donc là, ce que je vais juste faire, je vais mettre un écran un peu plus grand. Voilà, histoire que vous ayez des trucs conservés. C'est plus facile. Ok, donc là c'est normal, hein, c'est parce que les dépôts n'existent plus ici, je ne pourrais pas installer de logiciel sur Ubuntu, mais vous voyez, on avait à l'époque donc le Ubuntu qui était pleinement fonctionnel. Donc ici, si je lance un terminal ici, voilà, hop, unem-a, donc je suis bien sous Ubuntu, ici. Si je vous fais un petit df-h, donc toutes les commandes Linux fonctionnent
comme il faut. Vous voyez ici, donc le système de fichiers, c'est devloop qui fait donc presque 10 gigas. Hein, donc c'est bien mon système de fichiers. Vous voyez, dev SDA1 qui est monté sur /host. C'est-à-dire que ici, quand on va ici, hop, dans /host, on avait le contenu de notre C de Windows XP. Donc si on voulait, hein, depuis Linux, aller récupérer des documents qu'on avait sur Windows, hein, eh bien on pouvait aller les chercher ici. Donc là, document setting, Adrien. Bon, j'ai pas de document, hein, j'ai pas mis de document, mais voilà, hein, on pouvait aller consulter les documents qui étaient éventuellement positionnés sur notre Windows XP. Et là, on a vraiment notre système qui est pleinement fonctionnel. Voilà. Donc on pouvait vraiment tout faire, hein. On pouvait aller, gestionnaire de fichiers synaptiques. Bon, les dépôts sont nazes, donc c'est dommage, mais voilà, impossible de récupérer, je crois qu'il faut remplacer hold.archive, enfin, je ne sais pas exactement, donc je ne peux pas vous montrer, mais ici, voilà, on avait vraiment tout qui était ici, voilà, on avait tout, c'est-à-dire que là, j'avais mon LibreOffice, enfin, OpenOffice, du coup, à l'époque, on avait vraiment toutes les applications qui étaient installées, fonctionnelles, et ça marchait du feu de Dieu, quoi. C'est-à-dire que là, je lançais mon Firefox, c'est absolument pas un Firefox de Windows, hein. C'était bien le Firefox de l'époque de Ubuntu. Voilà. Donc ici, ce que je vais faire, je vais redémarrer, ok, et vous montrer juste par curiosité la partie des installations, comme quoi ça se faisait en un clic de souris, et qu'on n'avait rien à faire, mis à part désinstaller Ubuntu depuis le panneau de configuration de Windows. Donc on a bien à faire un vrai dual boot, puisque là on redémarre à chaque fois le système. Ok. Et donc là, je vais dans panneau de configuration, ajout suppression de programme. Alors juste avant de supprimer, je vous remontre ici, c'est Ubuntu. Là dans mon petit install, donc j'ai des choses ici. Disque, boot, grub. Il ne l'a pas mis là-dedans finalement, le grub, je ne sais pas où il me l'a mis. Bon, c'est pas très grave. Et donc ici, je voulais désinstaller Ubuntu. Je faisais modifier, supprimer. Voilà. Il me disait, voulez-vous désinstaller Ubuntu? Hop, je fais désinstaller. Il supprime tout. Mais attention, il a supprimé dans C le dossier Ubuntu. Mais vous allez voir que si je redémarre, eh bien, le démarrage de Windows XP, il n'y a plus le choix avec Windows XP et Ubuntu. Il a bien fait le ménage dans le chargeur de démarrage de Windows XP. Donc, je redémarre ici, et voilà, hop. Et Windows XP démarre du premier coup, sans aucun bidouillage, sans aucun réinstallation de MBR ou de ce qu'on veut. Tout était automatisé pour le plus grand bonheur des débutants. Voilà. Et bien en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le petit utilitaire Wubi qui n'existe plus, malheureusement. Si vous ne l'aviez pas connu, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis de découvrir un outil qui était fort bien sympathique. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!